Juste parce que c'est toujours agréable de laisser parler les textes, on va vous lire une nouvelle de ce texte, un texte de ce recueil, Le Théâtre des choses de Bertrand Redonné, qui est un ovni à peu près complet par rapport au reste de la production, en termes de style, en termes de... On va le découvrir par le texte et puis on en discutera après ensemble. C'est une nouvelle qui s'appelle Souricière. Les hameaux de l'Est polonais n'en finissent pas de s'étirer le long des routes. Ils sont une rue unique et jalonnée d'habitations toutes de bois. Aucune ruelle transversale, aucun détour possible, aucun crochet autorisé, même par simple curiosité, vers une petite place qui serait centrale et où grincerait au vent la modeste enseigne d'un commerce de proximité. Non, on ne peut ici que filer tout droit, car derrière les maisons, il n'y a plus de village. La morne étendue des prairies que clôture généralement la forêt s'y déroule aplatie sous le souffle des steppes lointaines de Russie. On arpente le hameau qui n'en finit pas, et les maisons de bois, avec les cours de ferme disposées bien en carré, sont si espacées, séparées parfois les unes des autres par une jachère ou un lambeau de forêt, qu'on croit en avoir terminé de sa traversée, quand d'autres habitations surgissent encore, vertes, rouges, grenats, oranges, comme des étincelles de couleurs joyeuses, comme des pieds de nez aux vagues à lames des alignements. À intervalles réguliers, sur les poteaux électriques, sont échafaudés les nids des cigognes, tels de gros chapeaux broussailleux. Le grand oiseau blanc revient s'y percher chaque fin de mars. Il rejette alors très loin en arrière son cou et regardant ainsi le bleu immense du ciel comme à l'envers, il claque inlassablement du bec. C'est là son chant de l'éternel retour, la romance heurtée de ses amours. Longtemps, j'ai parcouru ces villages esselés des confins de l'Europe, sous la chaleur immobile de l'été, sous des automnes enluminés de pourpre, ou encore sous les cieux transis de l'hiver. C'est que je cherchais pour moi une maison en bois, une petite isba d'époque, authentique et tellement romantique, posée comme ça, au bord de la route et invariablement ceinte d'une clôture rustique avec devant, toujours ce jardin de fleurs et ses sarangas, qu'on nomme ici d'une délicate périphrase, les jasmins du poète. Maintes fois, j'ai emprunté ces rues rectilignes, fait aboyer des chiens, se soulever des rideaux aux fenêtres fermées, et sortir sur le pas de leurs portes des vieillards, l'œil bleu, humide, inquiet ou légèrement goguenard. Non, il n'y avait pas de maison à vendre au village. Pourquoi faire? Tout le monde s'en va, s'en est allé. Mon bon monsieur ne reviendra plus. Celles qui sont vides ne sont plus que ruines à présent. Il n'y a rien à faire ici qu'à courber l'échine sur la terre de sable et à pencher la tête de côté pour éviter la morsure du vent de l'Est. Vous voulez habiter là, vous, un Français? Et ce n'est pas dans ce sens que tournent les exils. L'exil ne choisit pas la neige, le silence et la longue nuit d'hiver pour vivre sa vie. L'exil recherche les rives océanes, embaumées de sable et ruisselantes de lumière. Non, il n'y a pas de maison à vendre. Cette fois, j'avais entendu la litanie. Je la connaissais par cœur. Je l'attendais et elle tombait immanquablement dans avec un petit hochement de tête, comme quand on dit une évidence et qu'on s'étonne même d'avoir à la formuler. Nie madonna nas plezas. 100 fois j'ai baissé les bras, 100 fois j'ai remercié du bout des lèvres. Parfois même, il m'est arrivé d'être invité à boire le thé offert comme une aimable compensation, et j'ai pu voir ainsi l'intérieur de tous mes désirs, simple et clair, avec de grands poils de faïence dans les coins, des poils comme du temps de François-Joseph, selon le bon mot relevé chez Stasiuk. Et puis un soir d'un mois d'août finissant, que les ombres s'allongeaient, qu'un pesant soleil s'éclipsait déjà par-dessus les crêtes de la forêt, que le hameau s'endormait silencieux comme vacant, un homme ne m'a pas servi le sempiternel Nie Madomov nas plezas. Vous excuserez mon polonais. C'était précisément sur la frontière, à quelques centaines de mètres du Boug, l'ombrageuse rivière qui sépare la Pologne de la Biélorussie et qui par le fait est devenue frontière orientale des 27 pays rassemblés dans l'Europe. J'étais allé flâner un moment sur ces berges. J'en avais observé les remous, où dansaient sur l'écume d'énormes silures, et j'avais rêvé, adossé au tronc d'un aulne gigantesque. Je m'étais dit que c'était bien, là, à Naples, jusqu'où, depuis les plages de l'Atlantique, on peut aller sans montrer patte blanche, que j'aimerais jeter enfin mon encre. L'homme m'a donc souri et m'a prié d'entrer. On eût dit qu'il m'attendait, tant que j'en éprouvais soudain comme une indéfinissable gêne. Il occupait la dernière maison du village, retirée au bout d'un chemin de sable, chaotique et protégée derrière un bouquet de tilleuls. D'ici, aucune autre maison du hameau n'était même visible. L'homme était jeune encore, la quarantaine, tout au plus. Il souriait sans cesse et parlait tellement vite, tellement abondamment aussi, que de ce flot chuintant qui ruisselait de ses lèvres, je ne comprenais que des bribes, que des éclats, que des bouts de mots. Suffisamment cependant pour reconstituer mentalement un discours cohérent comme au travers d'un brouillard sonore, et qui disait que si, il voulait bien me vendre une maison.
Il en possédait une de sa vieille mère, disparue dans les nuages éternels, il y avait 1 an à peine. En bois? Oui, bien sûr. Ici? Non. Au cœur de la forêt. La forêt? Une clairière, rassurez-vous. Loin? Non, pas loin du tout. Que je l'accompagne maintenant? Oui, pas de problème. Je tenais peut-être mon rêve, je n'allais donc pas le lâcher. Avec cet homme étrangement agité qui furetait partout en gazouillant gaiement, dans des tiroirs, sur des meubles et dans des poches de vêtements suspendues à une cloison. Enfin, toujours souriant, il trouva sous un amas de linge posé sur une table basse une grosse clé qu'il exhiba. Nous partîmes. Nous partîmes à pied par un sentier qui coupait à travers des champs de noirs sarrasins et qui s'engouffrait bientôt sous la forêt. L'homme marchait à mes côtés et demandait ce que je faisais dans la région. Écrivain? Ah, c'est drôle ça. Et qu'est-ce que vous écrivez? Des romans et des nouvelles. Vous inventez des histoires? Oui. Ah, c'est vraiment drôle ça. Et ça vous plaît le pays? Oui, j'aimais beaucoup ce coin de terre. J'y avais trouvé la solitude, l'environnement ravissant et tout le repos nécessaire à mon écriture. Bien sûr que j'allais souvent en France. Pas trop quand même, les voyages coûtent cher. Lui n'était jamais allé en France, mais une de ses sœurs était mariée à un Suisse, alors il connaissait quelques mots. Bonjour et merci, qu'il s'évertua à me prononcer très fier de lui. Et ce fut tout à coup la clairière, après un léger détour du sentier sablonneux. Ce fut en même temps, trônant en son milieu, la maison. J'en demeurais bouche bée. Son bardage de bois impeccable, intact, réfléchissait une lumière orange pâle et le toit avait été rafraîchi d'une épaisse couleur grenat. Les nombreuses ouvertures, de petites fenêtres carrées, étaient vertes et les volets avaient été, comme le toit, brossés d'une teinte grenat. Elle était franchement gracieuse, simple, tapis sous une voûte de grands pins à travers les cimes desquels jouait un dernier rayon de soleil. Tout alentour croissait une fine pelouse bien tondue et des fleurs aussi, des fleurs mauves, des fleurs bleues et de rouges géraniums accrochés aux fenêtres. C'était la maison que j'avais vue en rêve. C'était presque trop beau, la quiétude absolue, comme un décor imaginé pour moi seul. Oui, c'était un peu isolé, mais c'était une ancienne maison forestière typique que ses parents avaient acquise il y avait bien longtemps. Son père étant alors un forestier. Il avait grandi là et ça lui faisait peine de la vendre, mais que voulez-vous, je ne peux entretenir 2 maisons et celle-ci, là, seule au milieu des bois, finirait par se délibérer sous les intempéries. Le mot sonna bizarrement, un mot trop fort, je le connaissais bien. Niségé. Il signifiait tomber en ruine, détérioré, irrécupérable, et il ne collait pas du tout avec l'allure robuste et coquette de la maison. L'herbe si bien entretenue et les fleurs tellement joyeuses. À ma grande surprise, l'homme me tendit la clé pour que, dit-il en riant, j'ouvre moi-même, et goûte ainsi le plaisir de découvrir l'intérieur comme s'il m'appartenait déjà. Ce fut alors un second émerveillement. On entrait dans une large pièce, une cuisine m'a-t-il semblé, avec une lourde table de bois de chêne, un poêle très haut et verre-bouteille, 2 vieux buffets de belle facture et des étagères qui, je les caressais doucement, aucune poussière ne les maculait. Sous le charme des lieux, je m'aventurais plus loin encore. Les parquets étaient propres et bien vernis. Je caressais les cloisons de bois brut sur lesquelles on lisait tous les dessins et toutes les arabesques des pins dont elles avaient été tirées. On eût dit que la maison faisait corps avec la forêt, qu'elle avait été sculptée en son sein. Je pénétrais alors dans une autre pièce très bien éclairée par 2 fenêtres ouvrant sur l'autre côté de la clairière. Il y avait là une bibliothèque garnie de livres soigneusement disposés, un canapé sur lequel était négligemment jeté un châle de dentelle noire, un châle de femme, et il me sembla tout à coup qu'une télévision ou un poste de radio dans une autre pièce, sans doute une chambre jouxtant ce salon ensoleillé, grésillait. Je me retournai vivement, soudain inquiet, et voulus demander à mon compagnon qui donc habitait là. Je l'appelai la gorge nouée, il n'y eut pas de réponse. Je fis marche arrière et me précipitai au dehors, soudain pris de panique. Il n'y avait plus personne ici. La clairière était déserte et le vent léger du soir me caressa doucement le visage. Un grand oiseau des forêts s'envola du haut des pins et j'entendis le claquement effarouché des ailes. Puis ce fut le silence, un silence anormal. Mon vendeur ne m'avait donc pas suivi à l'intérieur. J'étais seul, désemparé. Je tenais toujours la clé à la main et du regard affolé, je cherchais partout alentour l'homme qui me l'avait confié. C'est alors que je perçus nettement les gémissements et les râles. Sur ma gauche, au bout de la clairière, où recommençait la sombre épaisseur des sous-bois, j'accourus, ivre d'épouvante, la racine des cheveux glacés. Sous d'inextricables fourrés de fougères, au-dessus desquelles pendaient les guirlandes oranges des sorbiers, une vieille femme était écroulée dans son sang, son cou ouvert d'une profonde entaille d'où bouillonnaient et gargouillaient des cascades rouges, et ses yeux, ses grands yeux révulsés par les terreurs de l'agonie, fouillaient désespérément les miens, tandis que sa main décharnée, longue aux veines gonflées de bleu, se tendait vers moi et tremblait, convulsive et implorant la vie. Confondu par ma présence même en ces lieux solitaires où je n'avais que faire, par la clé, par mes empreintes maculant partout les cloisons, les meubles, les portes, les fenêtres et les livres de la petite maison de bois, je venais de plonger dans un tunnel démoniaque. Un tunnel long de 18 années,
et qui réduisit ma vie à néant. C'est assez abrupt. Vous pouvez nous dire quelques mots sur Bertrand Redonné et sur le théâtre des choses? Il vit en Pologne, en fait, Bertrand Redonné. Donc, la moitié des nouvelles se passent en Pologne et l'autre moitié en Charente, parce que c'est sa terre d'enfance. Et en fait, ce qui nous a plu chez lui, c'est qu'il prend le temps de décrire les choses, ce qui n'est pas forcément à la mode ou très courant. Et par exemple, dans la nouvelle qu'on vient de lire, nous, ce qui nous a le plus intéressé, c'est pas tellement la fin abrupte et sanguinolente, c'est plutôt l'installation de l'ambiance, la description des villages polonais, des forêts. Et toutes les nouvelles sont un peu comme ça. Il prend vraiment le temps de planter le décor. Et c'est plus que prendre le temps de planter le décor, c'est le décor est une chose essentielle de la nouvelle, avec en plus un style qu'on pourrait qualifier, je sais pas, de très 19e-iste. C'est quelqu'un qui n'hésite pas dans une phrase à rajouter des propositions subordonnées à la proposition principale, ce qui c'est pas forcément très courant de nos jours. Et voilà. Et donc son style nous a plu, même si certaines personnes peuvent le trouver un peu passé de mode, mais nous on trouve que c'est un beau style. Il a une petite coquetterie au début du livre qui en dit assez sur son style. Il présente la première nouvelle qui s'appelle Le Loup. Alors, je l'ai beaucoup aimé, mais je ne l'ai pas lu parce qu'on a commencé la soirée précédente sur une histoire de loup, donc on va pas... Je vais pas infliger à tout le monde la monomanie sur la chasse et les loups. Mais il parle des nouvelles de Maupassant et écrire une forme brève qui ait de l'allure et du style n'est pas chose facile. L'écriture ne doit pas y laisser les mots tout à fait libres de leur imagination. Elle doit les bien tenir en laisse et lâcher la bride seulement quand elle pressent qu'ils ont trouvé ce qu'elle recherche. C'est cela qui est difficile, ne pas gaspiller son souffle sur une piste trop longue. Les digressions du roman ne conviennent pas à la nouvelle, du moins ne sont-elles pas les mêmes, et ne sont-elles digressions qu'en apparence. Elles permettent au noyau même de l'histoire, au cœur du propos, d'être plus précis encore, parfois même seulement suggéré, comme lorsqu'on raconte oralement. Comme tu le sais, j'ai malgré tout envie de m'essayer à ce genre-là. Je t'avoue que je doute fort d'y parvenir, n'est pas Maupassant qui veut, conclut-je légèrement dépité. Et après, il explique pourquoi il n'est pas Maupassant, et c'est très difficile, mais qu'il va quand même le faire. Et tout le recueil est le déroulement finalement de cette petite présentation de départ. Comment il arrive à vous, Bertrand Redonné? Je crois tout simplement qu'il a dû nous envoyer un manuscrit, soit par la poste, soit par mail. Et puis, je crois que c'est d'ailleurs la nouvelle que tu as lue qu'on a reçue en premier. Oui. Et moi j'avais vraiment adoré tout le début, là, les premières phrases, où en quelques phrases comme ça, il plante le décor d'un village de ce coin-là. Et donc c'est nous qui lui avons demandé s'il avait d'autres textes et qui avons décidé avec lui de sortir un recueil alors qu'il n'avait pas encore écrit toutes les nouvelles. Et donc on a énormément travaillé sur ce recueil puisqu'on l'a un peu aidé à venir à bout de chaque texte.